Ma femme infidèle a demandé à son amant, un avocat, de falsifier ma signature pour voler notre appartement. Mais j'ai tout exposé. Et ce qui s'est passé ensuite a détruit leur plan parfait. Pendant des mois, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Je souriais, je signais ce qu'elle me demandait. Mais quand le moment est venu, je me suis assis au tribunal avec mon avocat, et une preuve qui les a anéantis tous les deux. J'ai 32 ans et je travaille dans le bâtiment depuis la fin du lycée. J'ai commencé comme simple manœuvre, à trimer dur, à porter du matériel et à apprendre le métier. Aujourd'hui, je suis chef de chantier, je dirige des équipes de plus de 20 gars et je gère des projets valant des millions. Ce n'est pas la Silicon Valley, mais je vis confortablement et j'ai encore assez pour entretenir ma salle de sport et bichonner ma Charger 1969 restaurée. Ouais, je sais, le cliché du gars passionné de voitures anciennes, mais il faut bien un hobby, non? Maintenant, laisse-moi te décrire mon ex, Sarah. Imagine l'agente immobilière blonde stéréotypée qu'on voit sur les panneaux, à vendre. Maquillage impeccable, jupe crayon ultra moulante, sourire à $1 million. C'était Sarah. On s'est rencontrés dans un bar, quand j'avais 24 ans. J'y étais avec des collègues pour fêter la fin d'un gros projet. J'étais encore en bottes de chantier, couvert de poussière. Elle était avec ses copines, classe, du milieu immobilier, venues fréquenter le peuple juste pour rigoler. D'une façon ou d'une autre, ne me demande pas comment on s'est bien entendu. Peut-être parce que je n'ai pas essayé de l'impressionner comme les autres gars autour. J'étais juste moi-même, un type direct qui peut soulever 230 kg au soulevé de terre et construire une maison de A à Z. Quoi qu'il en soit, ça lui a plu. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. Son père, une grosse pointure dans l'immobilier, a insisté pour qu'on signe un contrat prénuptial. Ça ne m'a pas dérangé. Je ne l'ai jamais épousée pour son argent. J'ai signé sans même lire les détails. Spoiler, ça va se retourner contre elle plus tard. Il y a environ 3 ans, on a acheté un super appart dans un quartier chic de la ville. 3 chambres, 2 salles de bain, appartement d'angle avec vue sur la ville. La plus grande partie de l'apport venait de l'héritage de mon grand-père. Le vieux était malin. Il me disait toujours, Michael, mets de l'argent de côté, à l'abri de ta femme. On ne sait jamais quand on en aura besoin. J'aurais dû suivre plus souvent ses conseils, mais au moins, cet héritage a servi à quelque chose. Tout allait bien. Je cartonnais au boulot. J'ai été promu chef de chantier et j'ai commencé à gagner un vrai salaire. Les affaires de Sarah aussi marchaient fort. Elle s'était spécialisée dans la vente d'appart de luxe au centre-ville et touchait des commissions généreuses. On avait notre routine. Je partais à la salle de sport à 5 heures du matin, avant le boulot. Elle faisait du yoga, du pilates, je ne sais quoi d'autre. Parfois, on déjeunait ensemble quand je n'étais pas sur un chantier. Des trucs normaux de couple. Même nos disputes semblaient normales. Elle râlait sur mes horaires à la salle, moi j'étais agacé quand elle mettait 3 heures à se préparer. De temps en temps, elle me disait que je ne pensais qu'au travail, ou que je ne comprenais pas son côté créatif, peu importe ce que ça voulait dire. Mais rien de grave, tu vois? Rien qui aurait pu me faire soupçonner qu'elle préparait un coup pareil. Le premier signal d'alerte est apparu il y a environ 6 mois. Sarah s'est soudainement passionnée pour des séminaires de développement personnel féminin. Un week-end sur 2, elle s'habillait comme pour une réunion de cadres et allait faire du networking avec d'autres femmes puissantes, ou un truc dans le genre. Elle a commencé à parler de se redécouvrir, de libérer son potentiel. Avec du recul, c'est probablement là-bas qu'elle a rencontré les gens qui l'ont aidé à monter tout son plan. Ensuite, elle est devenue étrangement intéressée par les papiers de l'appartement. Genre, très intéressée. Elle posait plein de questions sur l'acte de propriété, l'hypothèque, tous ces documents barbants. À l'époque, je ne me suis pas inquiété. Après tout, elle était agente immobilière, non? Ces documents faisaient partie de son quotidien. Et moi, j'étais débordé par un énorme projet commercial. 12 heures par jour, à gérer plusieurs équipes, à composer avec les inspecteurs municipaux. Je n'avais ni le temps ni l'énergie pour comprendre pourquoi ma femme devenait obsédée par les options de refinancement. Les choses ont vraiment pris une tournure étrange ce soir-là, en rentrant de la salle. J'étais encore en tenue de sport, content d'avoir battu mon record au développé couché. Sarah était assise sur le canapé, l'ordi sur les genoux, habillée comme pour une réunion, alors qu'il était 20 heures.
Chérie, elle a dit d'un ton mielleux. Je regardais les taux de notre prêt immobilier. Je pense qu'on devrait refinancer. Sarah ne m'appelait « chérie » que quand elle voulait quelque chose. D'habitude, c'était pour acheter un meuble hors de prix ou m'embarquer dans un de ses événements professionnels. Mais là, c'était différent. Mon score de crédit est meilleur que le tien, elle a poursuivi en me montrant des chiffres à l'écran. Si on met le prêt uniquement à mon nom, on pourrait économiser environ $200 par mois. Je me souviens d'être là, encore en sueur après l'entraînement, avec une sensation étrange dans l'estomac. Quand j'ai demandé pourquoi mon nom n'était plus sur l'acte de propriété, elle a haussé les épaules comme si ce n'était rien. Oh, on le remettra plus tard. C'est juste une formalité pour la banque. Tu me fais confiance, non? Cette dernière phrase. C'est là que l'alarme s'est déclenchée. Sarah avait toujours été directe, franche. Cette douceur manipulatrice, ce n'était pas son style. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose clochait sérieusement. Mais je n'ai rien laissé paraître. 8 ans à bâtir quelque chose ensemble, ça t'apprend à garder un visage impassible. J'ai juste hoché la tête, dit qu'on verrait ça plus tard, et je suis allé prendre une douche. Mais mon esprit tournait déjà à plein régime. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les séminaires, les soirées dans des événements immobiliers, les appels bizarres qu'elle prenait dans une autre pièce. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Ces séminaires des empowerments féminins? J'ai décidé d'enquêter. J'ai appelé Tommy, un pote du chantier. Sa sœur est très impliquée dans ce milieu. Et c'est là que j'ai découvert que ce n'était pas du tout un atelier de leadership féminin. C'était des rencontres exclusives sur la liberté financière, organisées par une certaine Jennifer, une coach de vie plutôt douteuse. Son but? Enseigner aux femmes comment assurer leur indépendance financière, pendant le divorce. Classe, hein? Mais à ce moment-là, je ne savais encore rien de tout ça. Je faisais semblant que tout allait bien. Je me levais à 4h30 du matin, allais à la salle, bossais toute la journée sur le chantier, et rentrais retrouver une épouse de plus en plus distante. Sauf que Sarah est devenue plus audacieuse. Elle rentrait de plus en plus tard de ses événements ou de ses visites de biens. Elle avait toujours une excuse prête. Oh, les clients voulaient voir l'appartement au coucher du soleil. Ou encore. La paperasse a pris plus de temps que prévu. Ou j'ai dû faire un peu de réseautage avec de nouveaux clients. Un soir, elle est rentrée en sentant un parfum masculin, cher, et ce n'était pas le mien. Je suis plutôt du genre à porter du Old Spice. Là, c'était un parfum de luxe, du genre qui coûte plus que toutes mes courses de la semaine. Quand je l'ai mentionné, elle s'est mise sur la défensive. Ça doit venir de l'appartement que j'ai montré. Les propriétaires ont ces diffuseurs automatiques super sophistiqués. Bien sûr, Sarah, et moi je suis Batman. Le coup de grâce est arrivé une semaine après cette fameuse conversation sur le refinancement. J'étais sur un nouveau chantier en centre-ville, en train de superviser la fondation d'un immeuble de luxe, quand Tommy, mon gars du béton, est arrivé, tout gêné. « Mike, tu ferais mieux de voir ça. » Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo que sa copine avait prise dans un restaurant chic appelé Le Blanc ou un de ses noms pompeux. Et là, j'ai vu Sarah. Habillée d'une robe noire moulante, que je ne lui ai certainement pas offerte, tout apprêtée, assise à l'aise avec un type en costume à $1000. Il ne parlait clairement pas d'immobilier, si tu vois ce que je veux dire. Devine qui était ce type? Brad Thompson. L'un des avocats spécialisés en divorce les plus chers de la ville. Un vrai requin. Du genre à faire de la pub sur des panneaux avec des slogans comme « Faites-lui payer ». J'ai découvert plus tard qu'il facture $500 de l'heure. Classe, non? Je n'ai pas confronté Sarah tout de suite. Tu te souviens? Je joue sur le long terme ici. À la place, j'ai commencé à observer davantage. J'ai remarqué qu'elle avait changé tous les mots de passe de son téléphone. Elle faisait sa lessive séparément, sûrement pour éviter que je sente le parfum d'un autre. Elle s'était même inscrite à une salle de sport, mais pas la mienne. Une salle chic en centre-ville, juste à côté du bureau de Brad. Discrète, hein? L'histoire du refinancement devenait de plus en plus intense. Elle laissait traîner des papiers, par oubli, sur le comptoir de la cuisine, taux d'hypothèque, transfert de titres, tous ces trucs administratifs. Un jour, je suis rentré plus tôt à cause d'une grosse averse, et je l'ai surprise au téléphone. Oui, je comprends.
Non, il ne se doute de rien. Le transfert sera propre. J'ai toutes ces informations. Oui, je peux enfin, m'occuper de la signature. Elle a raccroché dès qu'elle m'a vu. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, en disant qu'elle parlait à un client. Mais j'avais déjà entendu assez. J'ai appelé Jacques, mon avocat, tu vas le connaître dans la prochaine partie. Et à partir de là, ma vie est devenue une sorte d'épisode tordu de télé-réalité. Sarah me traitait comme un roi, elle préparait mes plats préférés, me demandait comment s'était passée ma journée, feignait même de s'intéresser à mes entraînements. Le classique comportement de culpabilité. Puis est venu le jour où elle a lâché la bombe du refinancement. J'étais là, en train de regarder un match dans le salon, quand elle est arrivée toute excitée. Chérie, bonne nouvelle. J'ai tout réglé pour le refinancement. Tu n'as plus à t'en faire. Je l'ai regardée avec mon air le plus naïf. Ah ouais? J'ai dû signer un truc? Elle a hésité une fraction de seconde. Ça aurait pu passer inaperçu, si je n'avais pas été si attentif. Non, tout s'est fait en ligne. La technologie, hein? Incroyable. La semaine suivante, elle est revenue avec un autre discours, vendre l'appartement. Le marché est en pleine explosion. On peut en tirer un bon paquet. Tu vois comment elle est passée vite fait du refinancement à la vente? Comme si tout était déjà prévu à l'avance. J'ai continué à faire semblant de rien, mais j'étais déjà 10 coups d'avance. Jacques enquêtait sur tout, signature falsifiée, documents financiers douteux, violation du contrat prénuptial. J'ai même engagé un détective privé pour suivre Sarah et ce fameux Brad. Chaque centime dépensé a valu le coup, crois-moi. Pendant ce temps, Sarah prenait de plus en plus confiance. Elle rentrait tard sans même se donner la peine d'inventer des excuses. Elle a même commencé à mélanger des documents de l'agence immobilière avec ceux du cabinet d'avocats de Brad. Sa dissimulation devenait tellement maladroite que ça en devenait gênant. Et dans ces fameux papiers immobiliers, on a découvert qu'elle consultait déjà des appartements de luxe, tous prévus pour une seule personne. Mais tu sais ce que j'ai appris en bossant comme chef de chantier? On sait reconnaître quand une fondation est pourrie. Et Sarah? Elle a bâti tout son plan sur la fondation la plus instable qui soit. Sauf qu'elle ne le savait pas encore. Maintenant, laisse-moi te présenter Jacques. Ma carte maîtresse. Jacques, ce n'est pas l'avocat qu'on imagine. Il ressemble plus à un videur de boîte qu'à un gars en costume cravate. Ancien militaire, baraqué comme un bœuf, une cicatrice au-dessus de l'œil droit, souvenir de ses années en MMA amateur. Je l'ai rencontré à la salle de sport. Un jour, je l'ai aidé à faire un développé couché et on a commencé à discuter. J'ai découvert que le gars était spécialiste du droit de la famille et, coïncidence? Des cas de fraude. Le destin, peut-être. Quand je lui ai montré les papiers du refinancement, les appels louches, et une photo de Sarah avec Brad, il est resté silencieux quelques secondes, faisant craquer ses doigts avec un sourire en coin. Mike, il m'a dit, ta femme ne veut pas juste divorcer. Elle essaie de te faire un coup classique de fraude patrimoniale. Et son petit ami? Ce n'est pas sa première fois. On a découvert que ce Brad Thompson avait une réputation douteuse. Jacques a sorti des dossiers scellés, ne me demande pas comment, montrant 3 autres cas similaires, des femmes qui avaient mystérieusement transféré leur maison à leur nom juste avant de demander le divorce. Toutes clientes de Brad. Toutes le même schéma, falsifier des signatures, transférer rapidement le bien, puis vendre. Mais là vient le twist, aucune de ces maisons n'avait un contrat prénuptial comme le nôtre. Le premier coup de Jacques? Engager une détective privée bien coriace, Maria. Ancienne flic, du genre à ne pas se laisser marcher sur les pieds, même par un juge. Elle s'est mise à suivre Sarah et Brad et, en une semaine, elle avait de quoi les enterrer. Photo 2 à la salle de sport privée de Brad, c'est là que Sarah faisait soi-disant du sport. Enregistrement audio de déjeuner où ils discutaient du transfert de propriété. Copie de mail qu'ils pensaient avoir supprimé. Petit rappel, rien n'est jamais vraiment supprimé. Image des caméras de surveillance de l'immeuble de Brad, montrant Sarah entrant à des heures plus que suspectes. Relevé bancaire prouvant qu'elle avait ouvert un compte secret et y transférait de l'argent. Et le clou du spectacle? Maria les a filmés en HD dans un hôtel de luxe, en train de planifier l'arnaque. Sarah, bien apprêtée dans sa tenue d'agente immobilière, assise avec Brad, analysant des documents et parlant de vendre l'appartement rapidement pour disparaître avant que je ne m'en rende compte.
Et le pire? Ils étaient tellement confiants qu'ils ne cherchaient même plus à se cacher. Tu veux entendre ce que Brad a dit? Citation mot à mot. Une fois que c'est à ton nom, il ne pourra rien faire. Ces types du bâtiment ne lisent jamais les petites lignes. Eh bien, Brad. Je travaille peut-être avec mes mains, mais je ne suis pas idiot. Pendant que tout ça se tramait, je continuais à faire l'innocent à la maison. Sarah devenait de plus en plus arrogante. Elle bossait tard, 3 à 4 fois par semaine. Elle rentrait avec des sacs de magasins de luxe qu'on n'avait clairement pas les moyens de s'offrir. Et un jour, elle est même arrivée avec une Mercedes flambant neuve. Elle m'a dit que c'était une voiture de fonction. Bien sûr. Un jour, alors que j'étais sur un chantier, je reçois un appel de la banque. Une femme du service des fraudes voulait confirmer une autorisation de transfert. Devine quoi? Sarah avait tenté de déplacer toute notre épargne vers un compte à son seul nom. Heureusement, Jacques m'avait déjà conseillé de tout transférer sur un autre compte, à part. Mais c'est là que Sarah a commis l'erreur fatale. Tu te souviens du contrat prénuptial que son père avait tellement insisté pour qu'on signe? Jacques y a trouvé une clause en or. Si l'une des parties tente de transférer, dissimuler ou manipuler frauduleusement les biens matrimoniaux, elle perd tout droit sur les biens communs et à la pension alimentaire. Autrement dit, en essayant de voler l'appartement, Sarah a violé le même contrat que son propre père avait exigé. L'ironie est tout simplement savoureuse. Jacques préparait un dossier à couper le souffle. Un classeur de plus de 7 cm rempli de preuves. Mais on a attendu avant de lâcher la bombe. Pourquoi? Parce que Sarah et Brad devenaient négligents. Et plus ils prenaient confiance, plus ils faisaient d'erreurs. Ils ont commencé à se voir ouvertement dans un bar à vin au centre-ville. Un de mes employés les a vus en train de s'embrasser dans la Porsche de Brad, sur le parking. Classe, vraiment. Maria a tout photographié, Sarah entrant chez lui, les deux achetant des meubles pour leur nouvel appartement, et même en train de regarder des alliances dans une bijouterie. On dirait bien que Brad voulait vraiment upgrader de femme. Et puis est venu le moment décisif. J'étais à la salle en train de faire du soulevé de terre quand mon téléphone a vibré. Message de Maria. Ils sont avec un faussaire. J'ai tout filmé. Et elle ne mentait pas. Sarah et Brad avaient engagé un type super louche pour falsifier ma signature sur les documents de transfert de propriété. Ils lui ont donné 10 000 $ en liquide. Et Maria a tout capturé, la vidéo, l'audio, et même Brad expliquant étape par étape comment ils allaient enregistrer les papiers. C'était le point de non-retour. Ces photos, votre honneur, dit Jacques, montrent Madame Sarah et son complice, Monsieur Thompson, rencontrant un faussaire notoire le 15 mars. Nous avons des vidéos de toute la transaction, y compris la remise de 10 000 $ en liquide pour des signatures falsifiées. Brad bondit de sa chaise. Objection. Ces photos peuvent prouver n'importe quoi. La juge le regarde par-dessus ses lunettes. Monsieur Thompson, asseyez-vous. Je veux entendre la suite. Et Jacques ne fait que commencer. Il sort une clé USB. Votre honneur, nous avons aussi des enregistrements audio de Madame Sarah et de Monsieur Thompson planifiant toute cette escroquerie. Souhaitez-vous entendre Madame Sarah discuter explicitement de comment falsifier la signature de son mari? Ou peut-être Monsieur Thompson donnant des conseils sur comment dissimuler des biens avant la demande de divorce? Sarah tremble visiblement, même dans son tailleur blanc très chic. Brad tire sur le col de sa chemise, comme s'il étouffait. Mais attendez, ça devient encore meilleur. Jacques sort un autre document. De plus, votre honneur, nous avons la preuve que Monsieur Thompson a déjà participé à ce même genre de fraude auparavant. 3 affaires précédentes, toutes avec le même schéma, des épouses obtenant des biens transférés à leur nom avec des signatures falsifiées, juste avant de demander le divorce. Et devinez qui était leur avocat? Monsieur Thompson lui-même. La juge enlève ses lunettes et honnêtement, si son regard pouvait tuer, Brad serait déjà 6 pieds sous terre. Monsieur Thompson, dit-elle d'une voix glaciale, savez-vous que faciliter une fraude est un motif de radiation du barreau? Brad tente de bredouiller quelque chose à propos d'accusations infondées, mais la juge le coupe immédiatement. Et vous, Madame Sarah, êtes-vous consciente que falsifier des signatures sur des documents de propriété est un crime fédéral? Sarah se lève, pensant sans doute qu'elle va s'en sortir avec son charme habituel. Votre honneur, il y a eu un malentendu. Mais Jacques l'interrompt. J'adore ce gars.
On arrive justement à la meilleure partie, votre honneur. Je voudrais attirer votre attention sur l'article C, le contrat prénuptial. Sarah se fige. Brad a l'air de ne même jamais avoir lu ce document. Section 7, paragraphe 3, l'IJAC, stipule clairement que toute tentative de transférer ou dissimuler des biens matrimoniaux de manière frauduleuse entraîne la perte immédiate de tout droit sur la propriété commune, et oblige la partie fautive à couvrir tous les frais juridiques. La juge suit la lecture en hochant la tête. Je vois. Et ce contrat a bien été formalisé? Oui, votre honneur, répond Jacques. Ironiquement, c'est le père de Madame Sarah qui a insisté pour ce contrat. Et là, Sarah perd le contrôle. Elle se met à crier, disant que c'est un piège, que c'est injuste, qu'elle mérite l'appartement. Brad essaie de la calmer, mais elle est en crise. Il m'a piégé, hurle-t-elle, le mascara coulant. Il savait que j'étais avec Brad. Il a engagé quelqu'un pour nous suivre. Bang! La juge frappe de son marteau. Madame Sarah, calmez-vous immédiatement ou vous serez mise en état d'arrestation pour outrage au tribunal. Mais Sarah ne se calme pas. Elle se tourne vers moi, me pointe du doigt. Espèce d'enfoiré. Tu as tout planifié. Toi et ton avocat bodybuildé. Jacques, avec un sourire digne du matin de Noël. Votre honneur, je demande à ce que les aveux de Madame Sarah concernant sa liaison extra-conjugale soient inscrits au procès-verbal. Ce qui, selon la section 4 du contrat prénuptial, constitue une autre violation du contrat. La juge en a assez. Monsieur Thompson, au vu des preuves et de votre implication apparente dans cette fraude, je transmets ce dossier à l'ordre des avocats. Madame Sarah, ce tribunal considère vos actions non seulement répréhensibles, mais criminelles. Le transfert de propriété est donc annulé. Sarah s'effondre sur sa chaise, pleurant sincèrement cette fois. Brad range déjà ses documents, probablement en train de chercher le numéro de son propre avocat. Mais la juge n'a pas encore fini. Elle enlève ses lunettes, regarde Sarah droit dans les yeux. Madame Sarah, ce tribunal est rarement témoin d'une tentative de fraude aussi flagrante. Les preuves présentées ici démontrent non seulement une tromperie, mais un plan délibéré visant à escroquer votre mari et cette cour. Sarah tente de se ressaisir, essuyant son mascara avec des mains tremblantes. Brad, lui, a déjà un pied hors de la salle. Monsieur Thompson, asseyez-vous. Nous n'avons pas encore terminé. La juge énumère ensuite les conséquences. Premièrement, le transfert de l'appartement est entièrement annulé, comme s'il n'avait jamais existé. Deuxièmement, Sarah a violé le contrat prénuptial de 3 façons, par fraude, adultère et dissimulation de biens. Troisièmement, elle sera responsable de tous les frais juridiques et Jacques n'est pas donné. Quatrièmement, l'affaire sera transmise au procureur pour des poursuites pénales potentielles. Mais attendez, ce n'est pas fini. Vous vous souvenez de l'épouse de Brad que j'ai mentionnée dans les publications précédentes? Eh bien, devinez qui entre dans la salle d'audience à ce moment précis? Une femme splendide, vêtue d'une robe rouge, avec l'allure de quelqu'un prêt à faire un vrai spectacle. C'est Madame Thompson, l'épouse de Brad. Jacques s'est personnellement assuré qu'elle connaisse l'heure et le lieu de l'audience. Brad devient aussi pâle qu'un fantôme. On dirait qu'il a vu un esprit. Sarah, elle, reste assise, le mascara coulant sur ses joues, regardant son plan, parfait, s'effondrer devant ses yeux. Madame Thompson, appelons-la Rachel, s'avance jusqu'à la table de Brad, lance une grande enveloppe brune dessus et dit, assez fort pour que tout le monde entende. Tu as été assigné, chérie. La juge, visiblement aussi amusée que le reste de la salle, se cale dans son siège et observe la scène. Brad ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes, et, sans plaisanter, laisse échapper un gémissement. Mais Rachel n'a pas fini. Elle se tourne vers Sarah. Ah, et ce bracelet Cartier qu'il t'a offert? Il a été acheté avec notre carte de crédit commune. Je veux le récupérer. Sarah commence à manipuler le bracelet à son poignet, celui que j'avais remarqué des semaines plus tôt sans rien dire, puis le jette vers Rachel comme s'il la brûlait. C'est là que Brad retrouve enfin la parole. Rachel, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle le coupe, sans aucune pitié. Garde ça pour ton audience disciplinaire, Brad. Le barreau est très intéressé par le nombre de fois où tu as organisé ce genre de transfert frauduleux. Surprise, l'avocat de Rachel, bien meilleur que Brad, au passage, a découvert cet autre cas où il a aidé des femmes à transférer illégalement des biens avant un divorce.
7. Jacques, mon avocat, en avait trouvé 3. Rachel en a trouvé 4 de plus. La juge se racle la gorge. Vu ces nouveaux éléments, je vais ajouter quelques points à ma sentence. Sarah est quasiment catatonique, mais Brad semble prêt à s'enfuir du tribunal. Premièrement, Monsieur mon nom obtient la pleine possession de l'appartement. Madame, son nom de famille, perd tout droit sur les biens matrimoniaux en raison de multiples violations de l'accord prénuptial. Sarah recommence à pleurer. Mais la juge n'a pas terminé. Deuxièmement, Madame Sarah sera tenue responsable de tous les frais juridiques et coûts du procès. Troisièmement, j'émets une ordonnance interdisant la vente ou le transfert de tout bien par elle jusqu'à la fin de l'enquête pénale. Puis elle se tourne vers Brad. Monsieur Thompson, je vous signale officiellement au barreau. Vu le comportement démontré ici, je m'attends à ce que votre licence soit suspendue pendant l'enquête. Brad s'effondre dans sa chaise. Sa vie s'effondre en temps réel. 8 ans à faire ce coup et tout s'écroule parce qu'il a trahi la mauvaise épouse. Sarah tente encore une dernière manœuvre désespérée. Elle se tourne vers moi, les yeux de chiot qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. Mike, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je rentre à la maison. On suit une thérapie. Je ris. Désolé, Sarah. Je ne fréquente pas des criminels. Et là, elle explose. Elle commence à hurler, disant que j'ai ruiné sa vie, que je suis un ingrat, qu'elle m'a donné les meilleures années de sa vie, qu'elle aurait pu épouser un médecin ou un avocat. Elle a failli, hein? Bang! La juge frappe du marteau. Agent, veuillez escorter Madame Sarah hors de ma salle d'audience. 2 agents doivent littéralement la traîner. Elle hurle encore en sortant. Tu ne peux pas me faire ça. Cet appartement est à moi. Brad ne la regarde même pas. Il est trop occupé à observer Rachel, en pleine conversation avec un représentant du barreau qui vient d'arriver. Pendant qu'ils emmènent Sarah, j'entends un des agents murmurer. Ces croqueuses de diamants deviennent pires chaque année. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour glorieux au tribunal. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour demander. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, voici toutes les conséquences après ces événements explosifs. Brad Thompson, l'avocat escroc. Tu te souviens que la juge l'a signalé à l'ordre des avocats? Eh bien. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait des vagues par là-bas. 3 autres plaintes avaient déjà été déposées, mais il avait toujours réussi à s'en sortir discrètement. Mais cette fois, aucune échappatoire. L'enquête a révélé 12 cas de transfert frauduleux facilités par lui. 12. Jacques en avait trouvé 3. Rachel en avait trouvé 7. Le reste est sorti plus tard. Ce type montait ce genre de combine depuis plus de 10 ans. Le mois dernier, sa licence a été révoquée définitivement. Il ne pourra plus jamais exercer le droit dans cet état. Mais ce n'est pas tout. Rachel l'a anéanti. Elle ne s'est pas contentée de divorcer. Elle l'a réduit en poussière. Elle a découvert que Brad cachait de l'argent sur des comptes à l'étranger depuis des années. Son avocat, un vrai monstre de compétences, a tout retrouvé. Rachel a récupéré leur villa en banlieue. Toute la collection de BMW. Tous les comptes communs. Et même son précieux abonnement au club de golf. Et le coup de grâce? Le ministère public poursuit Brad au pénal pour son implication dans ces fraudes. Mon cas a été la goutte d'eau. Aujourd'hui, il vit dans un minuscule studio et bosse comme assistant juridique dans un petit cabinet. De roi à clochard. Et maintenant? Sarah. Ah, par où commencer? Tu te souviens qu'elle a violé notre contrat prénuptial de 3 façons différentes. Résultat. Elle n'a rien eu. 0. Nada. Mais ce n'était que le début de ses problèmes. Le parquet n'a pas du tout apprécié sa tentative de fraude. Elle a été inculpée pour fraude à plusieurs reprises. Faux en écriture. Tentative de vol. Présentation de faux documents. Elle a tenté de se faire passer pour une victime au tribunal. Elle a pleuré, dit que Brad l'avait manipulée, qu'elle était émotionnellement fragile, que c'était une erreur. Le juge, un autre cette fois, n'a pas marché dans la combine. Verdict? 18 mois de probation. 50 000 $ d'amende. 500 heures de travaux d'intérêt général.
Et un casier judiciaire pour crime grave qui la suivra toute sa vie. Sa licence d'agente immobilière? Révoquée. Forcément, quand on a une condamnation pour fraude, c'est dur de vendre de l'immobilier de luxe. Et l'agence immobilière chic où elle travaillait? Elle l'a virée le lendemain du jugement. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec elle. Tu te rappelles de son père? Celui qui avait insisté pour qu'on signe un contrat prénuptial? C'était un gros nom dans l'immobilier, et il lui filait toujours les meilleurs mandats. Quand il a appris ce qu'elle avait fait, il a coupé tout contact. Il aurait dit être dégoûté par son comportement. Il y a 2 semaines. J'étais à la salle, toujours en train de progresser, les frères. J'ai atteint 405 au développé couché la semaine dernière. Et devine qui entre? La petite sœur de Sarah, Cathy. Elle m'a dit que Sarah vit maintenant chez leur mère, bosse comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Adieu vêtements de luxe. Adieu Mercedes. Adieu vie de princesse. Et le meilleur? Elle a supplié son père de payer les amendes de fraude. Sa réponse? Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Et moi? La vie est magnifique. L'appartement a pris 25% de valeur depuis tout ce cirque. J'ai fait quelques rénovations, repeint tout, effacé chaque trace de Sarah. Jacques m'a aidé à tout refinancer comme il faut. J'ai même obtenu un meilleur taux que celui que Sarah voulait dans son coup tordu. Côté boulot? Ça roule. J'ai été promu superviseur principal de chantier, je gère plusieurs projets. Les gars sur le terrain adorent les mises à jour sur la chute de Sarah et Brad. C'est devenu une légende urbaine chez nous. Et le vrai prix? Il y a 2 mois, j'ai changé de salle de sport, trop de mecs m'envoyaient des DM pour entendre l'histoire. Et là, j'ai rencontré une femme, Jessica. Elle est kinésithérapeute. Elle adore soulever, fait des squats mieux que beaucoup d'hommes, et trouve les gars du BTP sexy. On sort ensemble depuis quelques semaines. Elle est tout ce que Sarah n'a jamais été. Honnête. Directe. Elle respecte mon travail. Et le meilleur? Elle lit les documents avant de les signer. L'autre jour, on passe en voiture devant la maison de la mère de Sarah. Et là, je vois Sarah elle-même, en jogging, cheveux en bataille, portant des sacs de course, l'air d'avoir pris une claque de la vie. Jessica ne savait même pas qui c'était. Mais moi, je savais. Et tu sais quoi? Cette sensation de justice divine. C'est ça? Je me suis senti vengé. La morale de l'histoire? Ne trahis pas ton conjoint. Le karma existe. Les contrats prénuptiaux sont essentiels. Et surtout, aie toujours un bon avocat à tes côtés. Ah, et bien sûr. Soulève lourd. On ne sait jamais quand ces gains vont servir. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire prouve que la vérité finit toujours par éclater, et que le temps est le meilleur allié de ceux qui agissent avec intégrité. Brad et Sarah pensaient qu'ils ne se feraient jamais attraper, mais leur chute a été brutale et bien méritée. J'espère que cela servira de leçon, ne sous-estimez jamais quelqu'un que vous avez tenté de trahir. Et surtout, choisissez bien la personne avec qui vous vous mariez. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui croit au karma.